Aux choses plus sérieuses, il est temps que les autorités académiques se mettent. Monsieur le chef de travaux Lumumba Sylvain, le jury vous accorde 25 minutes pour la présentation des résultats de vos recherches. Et ce sont les 25 minutes chrono. Vous avez donc la parole. Monsieur le professeur président du jury, messieurs, le postulat de départ procède d'un constat tout à fait simple, à savoir que dans la République, le gouvernement est confié pour un temps à des hommes élus par leurs concitoyens et responsables de leurs actes. Si le pays est content d'eux, il les maintient au pouvoir. S'il n'en est pas content, il les change sans bruit ni violence par le seul effet de suffrage. L'arme puissante, au moyen de laquelle on arrive ainsi à conquérir toutes les libertés et réaliser tous les progrès, c'est les bulletins de vote. Comme vous pouvez le remarquer, le mode de dévolution du pouvoir dans ce qu'on appelle les républiques au sens moderne du terme est tout à fait différent de ce qui se passe dans d'autres types d'organisations politiques collectives. Par exemple, dans une monarchie, on arrive à se débarrasser de maître oppresseur pour injuste au moyen d'une révolution, les fusils étant l'instrument de la délivrance. Partant de ce qui précède, il en découle que depuis bientôt plus d'un quart de siècle, la tendance est à la généralisation et à la reconnaissance des élections en tant que droit fondamental et voie par excellence de la dévolution du pouvoir politique en droit public africain. Paradoxalement, à ce constat se double le phénomène de la cristallisation des tensions et violences électorales comme conflit de type nouveau dans ce continent. Si donc les élections libres et transparentes constituaient avant 90 une exception au profit des coups d'État militaires, elles ont par ailleurs conquis par la suite une importance particulière sinon centrale, en dépit des succès modestes qu'elles enregistrent ça et là, en tant que voie obligée pour assurer la légitimité politique. L'expansion de la démocratie électorale multipartite dans ce contexte-là est une réalité. La tenue des scrutins libres
démocratique et transparente est même devenu un motif suffisant et déterminant pour justifier la levée des sanctions décrétées contre un gouvernement inconstitutionnel par principe subordonné à la restauration du gouvernement démocratiquement élu dans le cadre des organisations panafricaines. Messieurs les professeurs présidents du jury, messieurs les professeurs membres du jury, c'est donc de ces postulats de départ et de ces implications éthiques, techniques, pratiques et normatives qu'il a été question tout au long de nos recherches doctorales et dont nous vous présentons la quintessence des grandes articulations dans les limites du temps que vous nous avez accordé. En effet, quoiqu'il soit irrémédiablement établi qu'elles sont liées à la démocratie, les élections peuvent cependant être détournées et s'accompagner d'effets pervers, les rendant susceptibles de fonder n'importe quel type de régime, y compris ceux autocratiques, au point d'entraîner des contestations susceptibles de dégénérer en violence et conflits. Le plus souvent d'ailleurs, ce sont les élections mal organisées qui en constituent la cause principale. Pareille déficience prend des formes très variées, des changements inconstitutionnels, des régimes, des modifications des règles constitutionnelles en vue de se pérenniser au pouvoir, les candidatures controversées, les reports des élections ou encore des dénonciations anticipées des fraudes électorales, comme c'est le cas ci et là en Afrique. Une telle déficience se traduit également par des choix de systèmes électoraux, des modes de scrutin, le découpage administratif ou judiciaire, les validations des résultats. Elle peut aussi recouvrir l'utilisation des fonds publics à des fins partisanes lors des campagnes électorales. La problématique que soulève cette question en suscite d'autres qui se présentent de la manière suivante. Si le principe d'élection démocratique fait généralement l'objet d'une reconnaissance formelle en droit international, comment pourrait-on appréhender son émergence dans ces continents? Autrement dit, dans quelle mesure ce droit est-il devenu une obligation pour les États africains et comment peut-il être possible de lui assurer pleine effectivité dans un tel contexte marqué essentiellement par la sacralisation du pouvoir et des tendances autocratiques? Il paraît ainsi nécessaire de vérifier si le simple fait que l'obligation est établie indéniablement en droit international et qu'il a pu s'imposer aux États suffisent en lui-même pour eux d'accéder à un système démocratique. D'emblée, il faut dire que le droit à des élections démocratiques s'inscrirait dans une dynamique de transfert d'idées, de transfert de savoir, de transfert de modèles institutionnels et des instruments d'action publique en marge de la globalisation, parfois de la coopération internationale. Il est donc important de savoir comment et avec quels effets des référentiels ou des recettes de tel genre de politique publique usitées dans un contexte sociopolitique précis occidental ont été déplacés sur un terrain totalement autre, africain, disposant de ses propres réalités. Les obstacles et périls qui rencontrent une telle démarche en Afrique ont suggéré de ne pas enfermer notre étude dans un carcan méthodologique monodisciplinaire. Partant de la science en droit, elle s'est étendue à plusieurs autres disciplines grâce à une démarche pluridisciplinaire. De prime abord, l'étude, à l'instar de nos recherches précédentes, et généralement s'inscrit dans l'optique du criticisme juridique qui s'impose de plus en plus au prix d'une certaine audace intellectuelle à la suite de sa conceptualisation depuis bientôt une décennie par mon maître, le professeur Yvon Bingacha, et les siens dans le cadre du Centre de recherche en règlement des différends internationaux en Afrique.
La spécificité de cette posture méthodologique consiste à se démarquer des tendances traditionnelles dominantes au sein du paysage académique congolais, caractérisée notamment par l'expertise en exégèse juridique qui, très superficielle, frise souvent avec le pléonasme, la paraphrase et la tautologie. Le criticisme juridique est un discours de déconstruction des évidences dans l'analyse du réel. Dans cette perspective, la démarche a reposé sur deux postulats majeurs qui tiennent à la fois de la nécessité d'appréhender l'élection comme un droit fondamental, d'une part, ayant justifié, d'autre part, le besoin corrélatif de contextualiser son exercice en Afrique sans le dénaturer, afin d'éviter toute posture alarmiste inhérente à certaines réflexions afrocentristes et lui donner pleine effectivité en Afrique. C'est même là, d'ailleurs, qu'il convient de situer les traits caractéristiques de son originalité. Ce cadre paradigmatique de référence que constitue les recours au criticisme juridique a été complété par l'approche diachronique couplée à la méthode comparative. Cette configuration méthodologique est articulée autour d'une charpente constituée de deux axes majeurs ayant permis de constater d'un côté la tendance à la normativité du principe fondateur du droit à des élections démocratiques et de l'autre la tendance à son appropriation. La tendance à la normativité ainsi évoquée apparut comme une véritable option pacifique, universaliste en ce qui concerne les modalités d'accession au pouvoir. Elle traduit très clairement le devoir de non-ingérence vis-à-vis des questions internes des États, tout en expliquant sans les justifier les incursions dans ces domaines réservés des États. Il est clair qu'actuellement, les valeurs démocratiques ont laminé le droit international en imposant l'ordre interétatique, en imposant dans l'ordre interétatique le principe du libre choix du système politique dont la manifestation est l'expression des citoyens par la voie des élections. Comme démontré dans la première partie donc, de notre étude, de ce point de vue, le droit international a cessé d'être indifférent vis-à-vis des régimes politiques des États. En effet, les instruments des droits de l'homme, mais aussi et surtout la Charte africaine des élections, gouvernance et démocratie, incarnent à ce jour l'arsenal juridique dont le respect est exigé dans tout processus électoral. Aussi longtemps qu'ils vont demeurer en vigueur, aucun processus électoral ne sera qualifié de démocratique dans l'ordre des principes que ces instruments ont développés. Ceci se caractérise principalement par l'exigence des élections libres, transparentes et crédibles et l'interdiction sine qua non des changements anticonstitutionnels des régimes. C'est que seules les élections demeurent ainsi l'unique mode de dévolution du pouvoir et les moyens de choix des gouvernants par les citoyens. La tendance à la réappropriation du principe des élections démocratiques, quant à elle, a fait apparaître une domestication incertaine du droit à des élections démocratiques et une intervention contrastée des acteurs internationaux pour son effectivité. Elle a permis de prendre la mesure de la tension qui traverse l'ordre juridique international lorsqu'ils prennent place conjointement des processus normatifs ancrés dans la conception occidentale du droit au départ et ceux d'autres continents dans lesquels le premier est appelé à être transposé comme norme modèle. Les efforts de recherche à ce sujet ont mis en exergue les contraintes inhérentes à l'exercice du droit à des élections démocratiques. En Afrique, en l'occurrence, les obstacles sociaux, culturels et la compromission de l'égalité des chances entre les compétiteurs. L'inadéquation des réalités socio-culturelles africaines avec la conception politique libérale et la persistance de la fraude électorale demeurent des réalités qui, jusqu'ici, ont marqué sa domestication et révélé l'impasse dans lequel plonge le dit droit tel que transposé, réagissant ainsi comme un greffon sur un corps étranger.
Cette crise impose des perspectives nouvelles en vue de la consolidation de son exercice. D'où l'esquisse par notre étude des réformes de nature juridique et politique, tout à la fois substantielles et constitutionnelles, qui a culminé avec l'urgence de procéder au changement du paradigme démocratique importé, sinon imposé, au profit de la démocratie consociative, autrement désignée par le vocable démocratie consensuelle, que prône par exemple le professeur Auguste Mapuya Kanouka-Tchabo depuis de nombreuses années déjà pour la République démocratique du Congo. La compétition à laquelle se livrent les acteurs au cours d'un processus électoral est de nature à en faire une question de vie ou de mort. Un enjeu de survie et de contrôle des ressources et de prestige, les amenant parfois à recourir à tous les moyens, y compris à la violence illégitime, pour accéder au pouvoir. Il faudrait donc, nous assembler, pacifier les joutes électorales en leur montrant le caractère belliciste à travers des réformes, certes, mais aussi et surtout en dirigeant la démocratie consensuelle en Afrique en principe de gouvernance. C'est à ces conditions-là, et seulement à ces conditions, que l'exercice de ce droit fondamental pourrait contribuer à la stabilité, à la paix, gage du développement. Cette proposition rejoint celle d'Habermas lorsqu'il développe sa théorie de la démocratie délibérative qui, quant à elle, s'oppose farouchement au paradigme de la démocratie agrégative basée sur l'arithmétique, précisément parce que celui-ci repousse la légitimité politique dans les discours publics et impose l'organisation du processus politique autour d'institutions qui articulent les intérêts privés avec ceux de la communauté à travers le mécanisme d'agrégation des préférences, notamment par le vote. La théorie procédurale de la démocratie qu'Habermas propose insiste sur la nécessité de créer des espaces amples de délibération et de prise de décisions collectives dans lesquels les contradictions et divergences sociétales pourraient être résolues par la discussion publique entre tous les citoyens. Elle est une conception formelle de la démocratie qui a comme caractéristique normative principale l'ampliation de la participation des individus dans les processus de délibération et de prise de décision, ainsi que la promotion d'une culture politique démocratique. La participation exige ainsi l'égalité des droits dans les processus d'exposition de ses motifs et arguments face aux autres. Elle se concentre sur les procédures formelles qui indiquent qui prend part au processus de décision, comment le faire, mais surtout ne précise pas ce qui doit être fait par avance dans le contenu et les résultats de ce processus. Tout compte fait, en dépit de la pertinence avérée de l'exercice du droit à des élections démocratiques, on ne saurait contribuer à la stabilité d'un continent en abrutissant ses citoyens, encore moins en transformant son peuple en bétail électoral. C'est pourquoi notre thèse plaide pour la démystification des élections en Afrique. L'alternance politique tant prônée, le changement de régime tant souhaité ne suffisent pas. C'est le changement du paradigme sociopolitique qui s'impose pour prendre en compte les attentes des populations, des citoyens africains. C'est le sens même des propos visionnaires et anticipés du héros national Patrice Emery Lumumba, selon lesquels la masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. La concrétisation de ces propos suppose que les États africains prennent aujourd'hui la responsabilité d'aller plus vite et plus loin, y compris dans les langues nationales, en s'engageant également dans l'éducation citoyenne pour comprendre les enjeux de ce qui arrive à ces continents. Des causes structurelles de violence, source de l'instabilité. Si l'on arrive à comprendre qu'on est dans le même bateau, on se taperait moins dessus les uns des autres.
les citoyens comprendront comment voter et surtout ils comprendront comment exercer le contrôle citoyen après le vote. Ainsi donc, nous pouvons nous permettre de conclure que notre thèse de doctorat et nos hypothèses ont été vérifiées et démontrées. Messieurs le professeur président du jury, éminent professeur membre du jury, telle est la quintessence de la présente thèse que nous soumettons à votre évaluation sans nous douter un seul instant de sa cohérente validité et sans l'élever non plus à ce degré de sublimité, facture que seule votre savante censure à l'autorité souveraine de lui assigner à l'issue de cette séance. Pour clore notre propos, nous vous remercions d'avance pour toutes les questions, remarques, observations et critiques que vous voudriez bien nous adresser à propos de cette époque, d'un néophyte dans la science juridique que vous cherchez à élever en vue de nous améliorer dans nos recherches futures. Ainsi, nous deviendrons votre digne produit. Un produit dont vous n'aurez pas honte de réclamer la paternité. Un produit qui n'aura jamais aussi honte de se déclarer votre digne et fier héritier. Je vous remercie très sincèrement. À l'assistance, c'est la seule fois que vous allez applaudir. Vous attendrez les résultats. Alors, la prise de la parole va se faire de la manière suivante, mais avec une observation préliminaire. Chaque examinateur ou chaque évaluateur aura 10 minutes pour apprécier le travail présenté par le chef de travaux Lumumbaya et lui-même en aura 3. Les questions vont être précises et les réponses doivent l'être autant. Vous nous épargnerez de répondre aux observations qui pourront vous être faites éventuellement. Étant donné que nos deux collègues vont intervenir en ligne et selon la pratique dans notre université, ils vont intervenir après les membres qui sont présents ici. Et on va leur accorder pratiquement le même temps. Alors, ceci dit, voici comment la parole va être prise. Je vais confier la charge en premier au professeur Lukunda. Il sera suivi du professeur Kalouba, du professeur Moussao, de moi-même et du promoteur. Et puis après, nous allons nous retourner vers le professeur Jean-Christophe Labouble et le collègue Jean-Paul Seguiobé. Chers collègues, Richard Lukunda, vous avez la parole pour vos remarques, observations et appréciations de la thèse de monsieur le chef de travaux Lumumbaya Sylvain. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Après avoir siégé il y a quelques années dans les jurys de M. Sylvain Lumumbaya pour l'obtention de son diplôme d'études supérieures en droit, je tiens à apprécier la constance et la rigueur dont fait montre ces doctorants dans l'élaboration de ces différents travaux scientifiques, dont la présente thèse. J'ai eu l'opportunité de lire et de relire ce travail. Je salue la dextérité avec laquelle le doctorant a intégré les observations que nous avons eu à faire, tant concernant la forme que le fond. Équilibré en termes de parties, de titres,
et des chapitres, ce travail est de lecture très facile. Les idées sont cohérentes, bien ordonnées, bien agencées. La documentation fournie reflète l'effort du doctorant à mener des analyses approfondies, ce qui est à féliciter vivement. Mais à cette embellie de formes ont cependant subsisté quelques coquilles qui devront être toilettées, notamment dans la bibliographie. Le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date du 10 décembre 1948 et non du 18 décembre 1948. Le cas également de l'omission des citations d'un texte juridique national fondamental qui est la nouvelle loi électorale du 29 juin 2022, déjà publiée au journal officiel depuis le 5 juillet 2022. Au-delà de mes vives félicitations que je réitère au chef de travaux Sylvain Lumumbaya, j'aimerais que les doctorants nous éclairent sur deux préoccupations majeures, à savoir, premièrement, en faisant mention du juge électoral comme gardien de la vérité des urnes, quelle nuance établissez-vous entre la vérité des urnes et la réalité des urnes? C'est la première question. Quelle nuance établissez-vous entre la vérité des urnes et la réalité des urnes? Deuxième préoccupation, et la dernière, s'il est vrai que le droit à des élections démocratiques renvoie au droit à des élections régulières et périodiques, quel est d'après vous le critère fondamental d'appréciation ou de quantification de cette régularité? Est-ce en termes d'années, de mois ou de cycles? Et dans l'hypothèse d'un glissement constitutionnel, ce dernier peut s'étendre sur combien de jours, combien de mois ou combien d'années? Je dis et je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire du jury, le pouvoir n'était pas vacant. Donc, le président tient à assumer pleinement ses responsabilités. Je vais concerter avec le recteur pour des questions techniques à régler. Monsieur le chef de travaux Loumou, vous avez entendu les questions qui nous sont posées, des réponses plus précises et claires. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au professeur Richard Munda pour les compliments et gentils mots adressés à ma modeste personne au sujet des travaux que nous avons généralement produits au sein de notre parcours académique.